passion, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, très bon réveil à tous et merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le lundi 30 novembre et je suis ravie de vous accompagner le temps de cette matinale. Nous aurons le plaisir de recevoir tout d'abord Monsieur Ghriga Hassan dans sa rubrique chercheur et chercheur et savant algérien. Il a choisi de partager avec nous aujourd'hui le parcours d'Ahmed El Maqari. Nous recevrons également Yazid Ait Mahieddine dans sa rubrique dédiée au centenaire de l'écrivain Mohamed Dib. Il a choisi de nous présenter le livre intitulé Tlemcen ou les lieux de l'écriture, photographie et textes qui témoignent de l'histoire des lieux d'enfance et de jeunesse de Mohamed Dib. Nous aurons également avec nous Monsieur Hamza Koudri. Il viendra nous parler de Algeria World Learning, un programme ambitieux pour la promotion de la langue anglaise en Algérie et aussi pour la promotion de l'emploi, notamment dans le milieu estudiantin. Hassan Menouar sera également parmi nous, le président de l'association Amen pour la protection du consommateur algérien. Nous allons parler des masques nécessaires au même titre que les autres gestes barrières. Nous allons également parler avec lui des gels hydroalcooliques. Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les produits qui existent sur le marché? Eh bien, nous verrons tout cela tout à l'heure avec lui. Myriam Moussaïd nous rejoindra également dans un tout petit moment dans sa rubrique Coin vert. Aujourd'hui, grâce à Myriam, l'huile de colza n'aura plus aucun secret pour vous. Et tout le sommaire sous un fond de Touchia de Amar Zahi, une pensée pour ce grand maître de la musique chabi algérienne qui nous a quittés il y a 4 ans. Voilà tout le programme que toute l'équipe du Bonjour d'Algérie a concocté pour vous ce matin. Et avant de recevoir le premier invité, Monsieur Ghriga Hassan, je vous invite à retrouver Amel Laribi pour le point météo de ce matin, juste après ce jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aynama kuntum. Bonjour Amel. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va, merci. Ravie de vous retrouver ce matin. Moi aussi, ça également. nous arrive rarement de vous voir le matin. Très rarement. L'après-midi, oui, mais le midi, oui, mais pas le matin, tôt le matin. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, quelles sont les nouvelles du ciel, Amel? Eh bien, c'est l'amélioration par rapport à hier. Bonjour à tous. Il faut dire qu'on a été gâtés. Ah oui, moi j'ai été ravie. Oui, franchement. Le froid, la pluie, franchement, ça nous a fait du bien. Mais on aura encore, Inch'Allah. Inch'Allah, on l'espère. Merci Lilia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, en début de matinée, on aura de la brume sur les vallées de l'ouest et l'est du pays. Puis le ciel deviendra peu nuageux sur l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, on maintiendra une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec toutefois quelques pluies résiduelles en ce début de matinée sur les régions côtières. La moitié sud, le ciel restera le plus souvent voilé tout au long des frontières algéro-maliennes, le Égard et le Tassili. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur le Bécharois, mais cette brume va se dissiper, laissant place à un beau soleil. Le mercure, quant à lui, affichera durant cet après-midi 12 degrés seulement vers Al-Bayad, 14 à Batna, 16 à Djelfa, 20 degrés à Alger, également à Naba, 15 à Constantine, Tiaret, 23 à Oran et Tlemcen. Au sud, 16 Béchar Biskra, 20 degrés à Gardeya, 26 Tamanrasset, Janet, 25 à In Salah et enfin 33 degrés le maximum Borj Beji Mukhtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et 10 à 20 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. Et bien sûr, en termes subites avec l'éphéméride pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 17h32 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aynama kuntum.
Alors, Amel, des températures agréables quand même. Agréable et douce pour le moment. Ben, merci, Amel. C'est moi que merci. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à midi À pour les midi, 2 points 19h. météo et 19h. Exactement. Très bonne journée à vous. Également. Et au plaisir de vous retrouver demain. Demain, peut-être. Inch'Allah, oui. Inch'Allah, avec grand plaisir. Avant de nous quitter, Amel, nous partager. allons vous offrir une chanson à vous ainsi qu'aux téléspectateurs. Il s'agit de Meriem Ben Allel qui interprète la chanson Sidi Boumedine et on revient juste après avec Geri Hassan. في المنام نقرا سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا معدني بيدك رميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي سقى مسعدو بعد النحاس يعضلوا نقرا صليت على نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانك سمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا على الغربة مرة نبكي على ولادي مرة نبكي على الهجرة مرة نبكي على المدارة طالق طالق المحاضرة ومرة نبكي على الجوامع طالب الإمام يقرأ قاصد أجني في المنام نبرا. Voilà donc une belle interprétation donc Meriem Ben Allel et nous avons hâte de retrouver notre vie d'avant, de sortir de là on est obligé de faire attention avec le Covid-19. Bonjour Monsieur Geri Hassan. Bonjour Lilia, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être là, comment ça va? Alhamdoulilah. Vous avez passé un bon week-end? Oui, enfin un bon week-end avec le décès de notre ami et collègue. Oui, tout à fait. Aïssa, donc on est encore sous le choc. Exactement. Inch'Allah. Donc voilà, justement, à travers cet espace ce matin, nous lui rendons encore une fois hommage. Allah yarhamou Inch'Allah. Et justement, le choix de la personnalité d'aujourd'hui s'est inspiré un peu de son nom parce que lui, il s'appelle Megari. Megari, et bien sûr, on a choisi de parler de l'Makarri. Tout à fait. Il n'est pas descendant de l'Makarri, mais c'est un petit clin d'œil aussi à notre cher ami Aïssa, notre regretté Aïssa Megari. Donc, on évoque aussi une partie de notre patrimoine, notre histoire. Et bien sûr, il n'y a pas mieux que le Makarri pour représenter l'Algérie partout dans le monde avec fierté et orgueil, bien sûr. Donc aujourd'hui, justement, Monsieur Geri Hassan, vous avez décidé de nous un petit peu éclairer le parcours de cet historien, poète, également homme de lettres. Exactement. En fait, le Makarri, c'est un grand nom, c'est un très grand nom. C'est un très grand nom, d'autant plus que c'est un gars qui est né, qui a vécu dans la période où on s'attend à ce qu'il y ait on appelle ça la période du déclin de la civilisation musulmane, la culture islamique. Donc c'était le déclin, mais lui, il a réussi à capitaliser un savoir
savoir. En fait, il fait en quelque part la jonction entre deux périodes. La grande période qui vient avant lui et la période du déclin des lettres et de l'histoire des sciences qui est venue par la suite. Parce qu'il est né à la fin du Xe siècle de l'Hégire, il a vécu au début du XIe. Donc c'est la fin des Ianides. Il est né à Tlemcen, donc il a vécu la fin des Ianides et l'installation de l'extension de l'Empire ottoman au Maghreb, parce que vu le déplacement des frontières de choc entre les deux civilisations, entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Donc c'est dans cette période tumultueuse qu'il est né, qu'il a vécu. C'est une période très trouble, d'autant plus que donc, pour fuir un peu le Maghreb central et tout ce qui se passait, donc en premier il est parti au Maroc, mais c'était pas mieux. Voilà, donc à la fin, voilà, à la fin, il a terminé sa vie en Orient. Donc pour résumer un peu sa vie, il est né en 1578, fin du XVIe siècle. Donc il étudie à Tlemcen, chez son oncle. Donc c'est une vieille famille tlemcenienne, une famille de savoir, une famille. Donc il a son grand-père qui était alim, son père qui était alim, son oncle qui était alim. Entouré, on va donc bien dire. sûr des qadis, des mfata. Donc c'est des gens, ils ont laissé plein d'écrits. Lui c'est vraiment l'explosion. Donc c'est l'apothéose de la famille des Maqarri. C'est une fin extraordinaire. Il y a Ahmed al-Maqarri qui naît. Donc il est formé dans un milieu, bien que la décadence politique ait commencé bien avant, mais bien sûr l'élan culturel existait encore. Donc on vit sur un potentiel, on vit sur, on appelle ça en physique l'inertie. Donc il y a une inertie culturelle qui va plus loin que la décadence politique. Et c'est un avantage. Donc il a profité de tout ça pour apprendre mieux, pour apprendre plus. Il décide de partir à Fès. Il s'installe à Fès, à Karaoui. Première halte, parce que Fès aussi c'est un centre culturel très important au Maghreb. Et c'est pas loin de Tlemcen. Et donc en général, les familles tlemcenines ont aussi ou bien des familles en alliance à Fès, ou bien ils ont des propriétés même à Fès. Donc comme Ibn Merzouk, ils avaient une maison à Fès même. Donc il s'installe à Fès, il apprend. Et à ce moment, il y a le déplacement de la capitale qui se déplace de Fès, va vers Marrakech. Donc il rejoint Ahmed Mansour Dahabi, le roi saoudite, l'un des plus puissants rois le plus puissant des rois des Saoudites au Maroc. Donc il s'installe à Marrakech, puis il revient à un certain moment à Tlemcen. Et donc il prépare un écrit pour l'offrir au roi. Donc il revient, c'est son premier ouvrage. Dommage, le roi meurt donc, dans une épidémie de peste. Au moment, donc une année avant l'arrivée de Maqarri. Donc il revient quand même à Marrakech et de là il part. Donc il fait son voyage aussi d'apprentissage, d'études. Il a fait plusieurs haltes, plusieurs pays. Donc il revient au Maghreb central, puis Tunis, de Tunis voie de mer en Égypte. Là il s'installe à un certain moment en Égypte, puis il va s'installer à un certain moment aussi entre Mecque et Médine. Donc il fait le pèlerinage plusieurs fois. Il revient quand même au Maghreb, et puis il décide de repartir. Et donc dans un ultime voyage, donc dans son dernier voyage vers l'Orient, il s'installe un moment en Égypte, donc il connaît tous les ulama de l'époque, bien sûr. Et bien sûr, il les côtoie, ils le connaissent de renom, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le fils des Maqarri, c'est une grande famille, déjà le nom, ils le connaissent, et aussi la production, exactement. Et de là, il va, en précurseur de notre émir Abdelkader, il va s'installer un moment à Damas. Les Damascains sont vraiment subjugués par le savoir. Donc, il va enseigner le Bukhari, il fait plein de cours, et dans leur soirée, dans leur qadat, comme on dit, donc de discussion, il leur raconte un peu l'histoire de l'Andalous qu'ils connaissent mal ou qu'ils ne connaissent pas. Et il leur raconte l'histoire de Lisan-Din ibn Khatib. Donc, le gars connaît de mémoire tous les poèmes de Lisan-Din ibn Khatib, connaît sa vie, connaît toutes ses étapes. Donc, il raffolait de ça. Les Damascains raffolaient de ça. Et puis, l'un d'eux, Ibn Shahin, lui demande carrément, fais-nous un écrit sur Lisan-Din ibn Khatib sur l'Andalous. Il dit non, je ne suis pas à la hauteur de faire ça, donc c'est un projet plus grand. Non, ils insistent, et finissent par écrire. Donc il termine par une encyclopédie, نفح الطيب في أخبار لسان الدين بن خطيب في أخبار الأموال نفح الطيب من غصن الأندلسي الرطيب وأخبار وزيرها لسان الدين بن الخطيب. Et ça c'est une encyclopédie de 10 volumes, une dizaine de volumes, où il y a une partie consacrée à l'histoire de l'Andalous, une autre partie consacrée aux ulama de l'Andalous, l'Udaba de l'Andalous, Shu'ara, tout y est, et puis 3 ou
4 volumes juste pour l'Hissène Dim al-Khatib où il y a tout le détail de sa vie. Et ça, c'est vraiment une encyclopédie. On finira jamais de remercier El Maqari d'avoir écrit ce livre sur l'Hissène Dim al-Khatib. Des informations précieuses. Exactement. Il revient en Égypte pour terminer son œuvre parce que j'imagine qu'il n'a pas assez de sources et de références à Damas. Il revient en Égypte pour compléter le travail et il meurt en Égypte en 1632, en janvier 1632. Oui, donc là, comme pas mal d'Algériens, donc il finit sa vie éloigné des siens, éloigné de son pays, mais quand même il a fait le renom de l'Algérie. Donc il n'y a pas que l'Hissène Khatib, il écrit Azhariyat sur la vie de Qadi Iyad, et donc qui ne connaît pas le Qadi Iyad de Sebta. Il écrit Ida Dajana fi Aqid Ahli al-Jannah, donc c'est un écrit dogmatique. Donc voilà, on voit la couverture. Il a une trentaine d'écrits, dont certains sont encore sous forme manuscrite, mais d'autres ont été. Et puis dernièrement, en 1993-94, il y a la fille d'un orientaliste, d'un Français orientaliste, qui a offert la bibliothèque de son père à la Bibliothèque nationale d'Alger. Et là, on découvre quoi? Le voyage de Maqari, le fameux voyage que tout le monde recherchait, même Abdelhaj Tani recherchait. Donc il a résumé ses voyages, exactement, des gens qu'il a rencontrés, des gens qui lui ont donné, voilà, Rihlat al-Maqari, al-Maghrib al-Mashriq, donc qui a été édité, et c'est avec beaucoup de bonheur que les gens ont retrouvé cette référence. Donc voilà, tout ça, il a aussi apparemment écrit un livre sur Damas, mais apparemment c'est un livre perdu. Il a aussi, il s'est occupé principalement, il a fait un ouvrage très particulier. Il a été peut-être l'un des premiers à écrire sur, ils appellent ça un Na'l al-Nabi. Donc, vous savez, dans les livres d'hagiographie, donc ça c'est la couverture, Fath al-Muta'al fi Madh al-Ni'al, c'est les savates du prophète, que apparemment il y a une copie qui existe dans le musée à Istanbul. Donc, il y a plein de poètes qui ont écrit sur ça. Donc sur les savates de Rasul sallam, et ça fait partie des livres d'hagiographie. Lui, il a consacré un volume sur ça. Donc, et bien sûr, on attend qu'il y ait plus de découvertes, on attend plus qu'il y ait plus de publications pour cerner un peu plus, parce qu'à travers le Maqari, on change aussi un peu d'avis. Donc, d'habitude, on dit le début, bien sûr, c'est la décadence, c'est l'époque ottomane, il n'y a pas de production. Puis on découvre des sommités comme ça, on est subjugué, on est complètement surpris parce que, bon, vu la dimension du bonhomme, vu l'importance de ses écrits, donc on n'en finit pas d'être heureux d'être algérien. Exactement, tout à fait. Ça fait notre fierté. Et M. Ghali-Ghassan, les anciens ouvrages, est-ce qu'ils ont été exposés? Est-ce qu'on a eu la chance par exemple, d'aller les voir ou essayer de... Oui, peut-être. Il y a eu même des conférences, peut-être des journées d'études sur le Maqari. Donc il y a des gens qui s'occupent encore. Donc voilà, ça c'est l'exemple c'est Diwan, donc c'est le recueil de poésie de le Maqari qui a été fait par un docteur, donc qui l'a recueilli. Donc c'est très important. Et moi, mon avis, c'est de continuer de chercher ce qui n'a pas été édité. Il y a des manuscrits, on connaît maintenant qu'il y a même en Arabie Saoudite, il y a même dans des bibliothèques privées, il y a en Égypte surtout. Ça, c'est l'un des premiers écrits sur la vie de Maqari. Ça a été fait par Dr Mohamed Abdelkrim, qui est de Zmoura, c'est un Algérien qui s'est occupé des savants algériens. Donc, il lui a consacré une biographie qui est assez détaillée. Il y a une autre biographie qui a été faite, une sorte de biographie, c'est Abdelhaj Tani qui a répondu à une biographie qui a été publiée dans un journal. C'est l'un des premiers livres, il a été édité récemment. Donc, c'est une personnalité clé dans l'histoire culturelle de l'Algérie, du Maghreb, et on voit bien que de tout le pays, de tout le monde musulman, de tout le monde arabe, parce qu'il a fait les plus grandes capitales de l'époque, donc Tlemcen, Fès, Marrakech, le Caire, puis Damas, Mecque et Médine. Ça y est, le bonhomme a tout fait. Donc, tout à fait. Et justement, est-ce que ces livres sont disponibles, les livres qui ont été édités aujourd'hui en librairie? En librairie, quelques-uns, oui, on peut avec beaucoup
un peu beaucoup de chance, D'accord, on voilà, peut les on peut avoir la retrouver. chance de les retrouver. Voilà, exactement. Par exemple, Azhar Riyad, depuis sa première édition, qui a été faite, je pense, pendant les années 60, années 70, il n'y a pas eu de réédition, donc c'est une... D'accord. mais on le trouve, bien sûr, maintenant, tout est sous format PDF oui, sur exact, le net, oui, sur mais c'est pas comme Internet. avoir le livre. Bien sûr. Ça fait longtemps, ça fait quelques années que j'essaie de trouver une copie de Nafh Taib que je ne retrouve pas, même dans les salons du livre. D'accord. Donc ça dépend. Ce qui vient d'être édité, on le retrouve. On a le malheur de ne pas rééditer. Donc nos maisons d'édition n'aiment pas rééditer ce qui a été fait. Et du coup, on est un peu pénalisé parce que si on a, par malheur, on est Oui. à une date ultérieure, Exact. on ne tombe pas sur... Et justement, vu avec une grande chance qu'on peut trouver ces livres, est-ce qu'aujourd'hui les universitaires, par exemple, qui sont dans ce domaine, peuvent justement étudier son parcours et tout Bien sûr, bien sûr. Il y a dans des les thèses. universités algériennes, des thèses aussi qui lui sont consacrées? Il y a des thèses qui lui sont consacrées, j'ai vu, mais aussi, dommage que l'édition ne suit pas et ces thèses ne sont pas publiées parce que ça reste des éditions intramuros, c'est des thèses qui restent à l'université. Oui, quelques universités algériennes publient leurs thèses et les mettent sur site sous forme PDF, voilà. Mais ce n'est pas la forme définitive que j'imagine que les auteurs aimeraient que ça sorte parce qu'on fait une thèse, c'est une thèse, elle n'est pas consacrée au public, donc il y a beaucoup de détails, elles sont trop chargées. Donc quand on passe à l'édition, on rafraîchit aussi. Après avoir réfléchi, on révise, puis on édite. Donc, mais l'édition ne suit pas un peu. Donc, mais en général, c'est le Makarri, il n'a pas été lésé comme les autres. Il a été un peu plus chanceux. Il a eu un peu plus de chance parce que, bien sûr... il y a de quoi aussi. Parce qu'il y a aussi l'intérêt des Orientaux. Exact. Donc le fait qu'il a vécu à Damas et en Égypte, il y a aussi les Égyptiens et les Syriens qui s'intéressent à Al-Makarri. Donc on est obligé de suivre aussi. D'accord. Il y a une idée qui me vient là. On connaît le Makarriya, donc à UCNT. Est-ce que ça a un rapport, bien le sûr, nom a un rapport avec ce savant, le nom de ce savant? Bien sûr, ça c'est ce que... j'ai pas dit aussi l'origine du nom. Oui. Suivant le professeur Mahmoud Bouayad, il me disait que le Makarri, ils sont originaires de Mogra, de la région de Msila. Maintenant, on appelle Magra, mais à l'origine, je pense que c'était Mogra. Donc, c'est là, c'est pas le Mukri. Voilà, justement, j'avais lu que des fois l'orthographe du nom changeait. Le Makarri au lieu de... Le Makarri, Al-Makarri, donc il y a des gens qui mettent Shedda sur le Qaf aussi. Exact. Lui, il disait, ils sont originaires de Mogra, donc c'est le Makarri, ou quelque chose, une variante comme ça. Le Makarri, le quartier a été nommé d'après le Makarri. C'est à l'époque où il y avait cette envie de donner la valeur un peu à nos quartiers, à nos villes, en leur donnant des noms de grands ulama. Donc, et je crois que c'était aussi la proposition du professeur Mahmoud Bouayad pour donner le nom Al-Makarriya à la région d'après le Makarri. D'accord. Donc, oui, allez-y. Voilà, donc vous pouvez aussi me poser la question, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des descendants de cette famille? Apparemment, oui. Oui, moi, j'en connais pas un nom qui ressemble comme ça. J'en ai pas rencontré. Apparemment, oui. Il y a même l'un des plus grands vizirs du XXe siècle au Maroc, c'est Mohamed el-Moukri. On l'appelle comme ça. Mais c'est apparemment un descendant de cette famille. Et il a vécu plus de 100 ans. Donc il est né en 1848, il est mort en 1958. Et il a été grand vizir de 5 rois. D'accord. Et c'était un bonhomme, peut-être un jour on reviendra sur ce bonhomme, parce que c'est un parcours très particulier, c'est un grand politicien. Apparemment c'est le descendant de cette famille, peut-être pas de Al-Makarri lui-même, parce que lui, dans ses écrits, il parle d'une fille qu'il a laissée à Fès, donc quand il s'est déplacé, il n'a pas pu revenir. Donc il n'a pas pu revenir à Tlemcen, il n'a pas pu revenir à Fès. Donc il a laissé sa fille, une fille et sa femme et sa fille. Donc il envoie une lettre pour demander aux gens de bien s'occuper de sa fille. Elle s'est mariée. Mais il y a aussi ses cousins qui apparemment... D'accord. Donc la famille apparemment il existe des descendants. D'accord. Donc on va dire que le Makarri, un parcours exceptionnel qui fait la fierté de l'Algérie. Du Maghreb et du monde arabe. Donc c'est un gars qui a fait le lien entre toutes les capitales du monde arabe. D'accord. Et un lien historique avec l'Andalus, bien que l'Andalus avait été déjà perdu, ça faisait plus d'un siècle.
D'accord. 150 ans. Très bien. Ben, merci pour ce choix, Monsieur Ghassan. Franchement, c'était passionnant. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver lundi prochain, la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et donc, avant de nous quitter, je pense que je vous propose d'apprécier cela, de regarder cela et on revient juste après. De belles mélodies et ce matin donc et à travers lesquelles aujourd'hui nous voulons faire un clin d'œil donc à Nourdine Rahmoun, un ancien journaliste qui vit à Tlemcen, qui a lui aussi consacré une émission Al-Maqari. Voilà le clin d'œil, un clin d'œil pour lui ce matin et pour retrouver Yazid Ait Mahiddine. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? Ça va, plaisir de vous revoir aujourd'hui. Pour moi aussi un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec vous ce matin. Donc justement, vous avez choisi de nous présenter un livre qui contient des photographies. Il est intitulé Tlemcen ou les lieux de l'écriture. Donc une lecture ou un livre un peu facile que vous avez choisi pour nous ce matin, Yazid. Plus ou moins facile? C'est facile, c'est pas facile, comme disait le chanteur, mais oui, par rapport au livre de la trilogie nordique, par rapport à qui se souvient de la mer, oui, c'est un livre plus ou moins pratique, donc un peu didactique. Et puis, il y a aussi de la sociologie, il y a de l'ethnologie, il y a surtout des photos, un régal pour les yeux. Donc, on peut également apprécier ces belles photos en noir et blanc de Mohamed Dib. D'accord. Alors, Yazid, ce livre photo nous replonge dans les lieux de l'écriture. Et pour commencer, vous allez justement nous parler de ces lieux lumineux de l'écriture, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, pour les lieux de l'écriture, il y a surtout le premier lieu qui a marqué donc
Mohamed Dib, c'est le patio, Oustadar. Donc Oui. il revient avec beaucoup il donne beaucoup d'intérêt à ce lieu qui a marqué son enfance. Et c'est de ce lieu qu'il a commencé à écrire et de ce lieu qui a nourri un peu son enfance, son imaginaire. Il a inspiré. Il revient aussi à ses personnages, à ses femmes. Fatima, comme on voit ici donc, dans cette photo, il essaye d'expliquer, de donner des noms à ces personnages qu'il a connus, à Fatima, à Bakhta et d'autres. Et il rappelle un peu les emplacements des personnages et son emplacement aussi, où il rappelle des anecdotes, où par exemple Fatima, et qu'il dit qu'elle était donc en vie, il rappelle qu'elle lui a demandé de lui écrire carrément une amulette, un harz, pensant que lui allait devenir un talib, parce que à l'époque, ceux qui écrivent, c'était les seuls les talibs, donc ceux qui écrivent des harz, des amulettes, etc. Tout à fait. Donc, Yazid, est-ce que nous allons découvrir les images maintenant ou un petit peu plus tard? Juste pour commencer, rappelant que ce beau livre, cette œuvre photo-littéraire, parce que c'est un autre genre aussi. Il y a de la photographie, il y a aussi de la création littéraire. Donc, c'est un projet donc, qui a commencé déjà à un moment. Donc, il a été réédité par les éditions Berzakh. Il est préfacé par un grand monsieur de la littérature algérienne, à savoir un des walis de la littérature algérienne, Ouassini al-A'raj, et également avec une note de lecture de la fille de Mohamed Dib, Assia Dib, et sur le plan un peu graphique, il a été élaboré par la petite fille de Mohamed Dib, à savoir Louise Dib. Oui, voilà, que nous saluons ce matin. Elle a l'habitude justement de collaborer avec nous. Absolument. Et puis Yazid, justement, concernant ce livre, dans la partie dédiée à la voix de l'écriture, Mohamed Dib a une affection particulière pour sa maman. Et le pain de sa maman surtout. Quel a été le rapport au pain? Eh bien, Mohamed Dib a bien photographié son pain, comme on disait. Il a réussi quand même à parler de ce rapport un peu fusionnel et charnel avec la mer et avec le pain. Il suit un peu la fabrication ou il suit le pain sur la planche. Comment il est pétri, comment il est façonné. Il suit tous ces mouvements de la maman. Et puis il rappelle que même sa mère lui a donné aussi, elle l'a initié à pétrir le pain, et comment il prend le pain chez le fournier, donc dans le four du quartier, pour le faire cuire, pour la cuisson. Il rappelle des anecdotes. Oui, il rappelle des souvenirs. Il est nourri de cet imaginaire d'ailleurs dans le métier à tisser ou dans l'incendie, et surtout le métier à tisser, où la nouvelle intitulée au café, il rappelle un peu ces atmosphères, ces ambiances où il y a par exemple une anecdote où il rappelle qu'une fois il est parti donc pour prendre le pain au fournier. Voilà. Et en fait, la pâte est tombée, il commençait à pleurer, et tout le monde, soit il le prenait comme ça, ils étaient en train carrément de rire, d'autres, etc., ils l'ont pris en affection. Et une femme qui arrive quand même à l'aider, il a gardé ça en tête, et il a quand même récupéré ce qu'il a pu récupérer, et il est parti pour le cuire, donc pour la cuisson il rappelle même des moments qu'on a tous vécu. Par exemple, quand on prenait les gâteaux chez quand l'Eid arrivait, voilà, absolument. Oui, on l'a tous vécu. Oui, on partait chez Chaïb à l'époque, chez le Hajj Hammo, et on partait, donc il nous rappelle en fait notre enfance. Bien sûr. Parce que l'enfance est partie prenante, enfin, il nous rappelle un peu
ce parti enfant qui est en nous. Tout à fait, de beaux souvenirs. Et lui, j'en ai presque l'odeur, Yazid, quand vous parlez de ça. Absolument. Je vous promets. Absolument. Très bien, Yazid. Donc, de beaux souvenirs d'enfance. Et puis, Mohamed Dib nous offre également de belles photographies inédites, prises en 1946 dans sa ville de Tlemcen. Donc, au-delà de la nostalgie, Yazid, la photo est une métaphore du réel. Tout à fait. Donc, quand on rappelle, il rappelle aussi d'autres, parce qu'on voit aussi l'image de, c'est un lieu qui s'appelle la source de l'Oua, Ou'in Ouazzota. Et là, il rappelle ce moment un peu où il y avait des célébrations, des processions. Il rappelle aussi la confrérie des Derqawa. Donc, en fait, Mohamed Dib, et là, voilà aussi, c'est la veille de chaque Eid el-Kbir, donc dans la région en source de Loire, où il y a une procession, des you-you, enfin, il y a tout un tourné-manège, on en trouve des confréries, des Issawa, des Hamdawa, et puis aussi comment on les appelle, la confrérie il y a les Issawa, il y a les Derqawa, il y a les Gnawa, voilà. Donc il rappelle toutes ces atmosphères qu'il a vécues. Donc quand on voit ces images, on se dit que Mohamed Dib, et il est foncièrement né de cette terre, et cette terre, mais elle est humée, on la retrouve dans ses écrits, que ce soit qui se souvient de la mer, soit dans la trilogie Algérie, soit dans le désert sans détour. Donc, si on lit Mohamed Dib, on retrouve un peu cet ADN qui est là. Donc, on peut même lire... là, je pense que c'est Sidi Al-Abbad et Sidi Boumediene, parce qu'on voit quand même la mosquée Al-Abbad, où on trouve également le mausolée du saint patron Abi Moumediene Chouaib, qui est le grand poète soufi de Sivi et qui a vécu à Tlemcen, et que les Tlemceniens vénèrent et célèbrent et lui rendent hommage. D'ailleurs, il y a une phrase que Mohamed Dib a écrite et j'aimerais bien qu'on la revoie parce qu'elle résume en fait tout cet amour de Mohamed Dib pour la terre algérienne ou pour ses racines. Donc voilà, là on va voir un petit peu ce que Mohamed Dib, chacun emporte la terre de ses aïeux à la semelle de ses souliers et mes 33 livres sont nourris de ma terre algérienne. Donc en quelque sorte une belle phrase qui résume entièrement ce dont vous parlez ce matin. Donc, Mohamed Dib, il avait emprunté à l'époque un appareil photo Rolleiflex, et c'est à partir de ce jeu, il a commencé à jouer, à se prêter au jeu, et il a réussi en quelque sorte à nous ramener ces 36 photographies en noir et blanc. Oui, à nous transmettre ces beaux souvenirs. Oui, l'émotion, c'est un matériau sociologique, etc. C'est un élément ethnographique, c'est de l'émotion, et c'est carrément, c'est la trace, comme on dit, c'est parce qu'en quelque sorte, il va vers la trace, et on retrouve cet élément fondateur de ces romans, qui est la trace, ou ce qu'on dit par exemple... on le retrouve dans la littérature arabe, le Bouka al-Atlal. Donc, il essaye de remémorer les lieux, parce qu'il dit quand même il y a eu des lieux qui ont disparu. Par exemple, le Médresse, le marché du Médresse, il revient à ce marché du Médresse qu'on peut retrouver à la page 40, donc je pense que c'est la deuxième photo, et là il rappelle que ce lieu était un lieu où il y avait des métiers, il y avait toute une panoplie de métiers qui ont disparu. Il y a le forgeron, il y a le maréchal ferrant, il y a le tonnelier, il y a le travail de métier à tisser. Là c'est le cimetière de... c'est un cimetière très très connu à Tlemcen, Sidi Sunoussi. Donc aussi dans ces cimetières, il y a aussi des processions, c'est un lieu qui invite au recueillement et à la piété. Là c'est autre chose, là c'est dans le Médresse. Et par exemple, dans le roman Qui se souvient de la mer, il y a un rapport à la mtabkha, ou la rôtisserie. Il rappelle un peu ce lieu où il l'évoque avec beaucoup de précision, pratiquement microscopique. Il revient à
à l'élément le plus anodin, il le rappelle, il donne un peu la mise en scène de ce lieu. Tout à fait. On peut aussi, donc des métiers qui ont disparu. Oui, il parle, par exemple, dans le marché de Médresse, il rappelle déjà, il rappelle que sa propre mère partait faire les provisions, donc les commissions, faire des achats à ce marché, et il lui arrive de s'emporter avec des marchands, etc., des vendeurs et tout. Il rappelle tous ces Une ambiance qui s'en rappelle au moindre détail. Absolument, absolument. Très bien. Et puis, une autre photo, là, qu'on nous propose. Là, je pense que c'est des photos inédites, autobiographiques, donc c'est des photos biographiques et inédites. Je pense qu'on va demander à Nessima de faire un petit clin d'œil à toutes ces belles photos, à tous ces clichés sur un fond de musique de Cheikha Tetma. Donc la belle voix de Cheikha Tetma. Ah oui, un bon choix, Yazid, franchement. Oui, c'est un peu un regard nostalgique parce que cette grande dame de la musique algérienne nous a un peu transportés dans ces lieux d'écriture, ces lieux qui ont marqué le grand écrivain algérien Mohamed Dib. Et cette année, nous célébrons le centenaire de sa naissance. Et justement, vous dédiez toute une rubrique à cet événement. Yazid, vous allez nous proposer une petite lecture ce matin, j'imagine que oui. Ah oui, et là, j'ai un coup de cœur pour Abou Medien Chouaib, c'est des Boumdien El-Rout. C'est l'un des pôles le pôle du soufisme en Algérie et dans le monde, puisque c'est un poète espagnol de la région de Séville, et il a laissé tout un héritage qu'on doit repenser et on doit s'insérer dans cette lignée de ces grands poètes soufis, de toute cette culture de tolérance et de piété. Je vais lire un petit passage que je retrouve ici dans la page 110. Moi, je suis le maître de la boisson et les chansons des beautés. Je me plains au déchirement des habits. Ô moi, qui est moi, en vérité, je suis perdu dans l'ivresse. Faites retentir la douceur des musiques. Faites retentir la douceur des musiques, et peut-être qu'alors je saurai. Merci Yazid. Bel extrait, un beau coup de cœur. Un coup de cœur pour ce grand écrivain Mohamed Dib, et puis comment dire, Sidi Boumdien Chouaib, nous nous inscrivons toutes dans ce souffle soufi, dans ce souffle divin que nous
que nous propose ce passage poétique de Cheikh Sidi Boumediene Chouaib. Très bien. Yazid, un très bon choix aujourd'hui. On rappelle que c'est le livre intitulé Tlemcen ou les lieux de l'écriture que vous avez choisi de nous présenter ce matin. Et quelle présentation, Yazid! Oui, et puis en rappelant que c'est un livre édité chez les éditions Berzakh. Nous remercions donc Selma Hellel qui ne rate pas une occasion pour nous envoyer des beaux livres et pour un petit peu, et puis rappelant qu'actuellement le monde du livre vit une crise vraiment, il souffre des conséquences de ce Covid-19. J'espère que les choses vont reprendre et qu'on pourra donc assister à pourquoi pas, au salon du livre, café littéraire, des rencontres, etc. Voilà. J'espère, Yazid, on l'espère tous en tout cas, mais d'ici là, il faut toujours faire attention et donc respecter les gestes barrières. Et voilà. Et pour notre... Voilà. Donc Yazid, merci pour ce choix. Mais avant de partir, et avant de nous quitter ce matin, justement, Yazid, nous allons rendre un hommage à une personne qui nous a quittés. Il s'agit du papa de notre collègue également, Feriel Assari. Donc encore une fois, toute l'équipe lui présente nos sincères condoléances. Allah yarhamou yussa alayh. Donc Yazid, c'est l'écrivain Nadir Assari. Il nous a quittés vendredi dernier. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur Alger, notamment le livre Alger, un passé à la carte, et un autre livre, Alger, ça c'est Alger, un passé à la carte, et Alger, des origines à la régence turque. Donc, une pensée à Nadir Assari, Allah yarhamou, et voilà, donc je pense qu'on aura aussi l'occasion de parler, d'essayer de faire des plateaux consacrés à ces livres et puis lui rendre hommage. Et l'hommage qu'on doit lui rendre, en fait, c'est de lire ces livres et de les perpétuer et perpétuer un peu sa mémoire. Vous avez eu l'occasion, Yazid, de le recevoir à travers les émissions du Bonjour d'Algérie. Absolument, on l'a reçu plusieurs fois pour parler justement de ses ouvrages. Oui, il a été reçu dans les émissions littéraires et puis il a été reçu aussi à Bonjour d'Algérie pour parler de Alger à la carte et plutôt Alger, un passé à la carte et Alger des origines à la régence turque. Donc, adieu l'artiste. Voilà, tout à fait. Une belle âme, on va dire, nous a quittés. Et donc, nous pensons encore une fois à toute sa famille, ses filles, notamment notre collègue et ami Feriel Assari et toute la famille. Voilà, merci Yazid. Merci pour le choix du livre, merci pour cet hommage que vous rendez à M. Nadir Assari. Et avant donc de nous quitter, nous allons aussi proposer aux téléspectateurs une chanson, on va dire, nostalgie. Il s'agit de Tornero du groupe Santo California, une chanson que l'on dédie ce matin à la mémoire de l'écrivain Nadir Assari. A tout de suite.
Donc une chanson nostalgie dédiée ce matin à l'écrivain Nadir Assari. Donc Allah yarhamou yusalih encore une fois. Et puis nous accueillons notre troisième invité. Donc après Gili Hassan Yazid et Mahiddin, il s'agit de Monsieur Hamza Koudri. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes directeur des programmes du Algeria World Learning. Exactement. D'accord. Donc aujourd'hui vous êtes là justement pour nous parler de cette organisation donc à but non lucratif qui intervient aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement supérieur. Parlez-nous un petit peu justement de ce rôle que vous avez dans la promotion de la langue anglaise en Algérie aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. En fait, on sait que l'Algérie est un pays multilingue et Exact. donc on pense que le plus que de langues qu'on parle, étant de jeunes, le plus d'options de choix qu'on a dans le milieu professionnel. Oui. Et comme notre métier est l'accompagnement professionnel, on pense que, en fait, on a la capacité d'offrir le soutien pour les jeunes. Donc, si on a un jeune qui a besoin de maîtriser la langue anglaise pour réussir au milieu professionnel, on a la capacité d'offrir ce genre de soutien. Si une communauté a besoin d'améliorer son approche dans l'enseignement de la langue anglaise, on a la capacité d'offrir ça. Et on a en fait fait pas mal de programmes, on a implémenté pas mal de programmes en Algérie. On a offert des programmes, des formations de formateurs, trainer of trainers, pour des enseignants de langue anglaise qui travaillent avec les écoles de langue, ou bien des CIUM, ou bien les CI, ou bien même à l'université. Donc notre approche, c'est vraiment d'aider les profs à améliorer son performance. On travaille sur l'interactivité entre les participants, on travaille sur surtout la pratique beaucoup plus que la théorie. Donc, ce sont des approches qui peuvent être adaptées pour n'importe quel sujet. Et on a notre programme qui s'appelle Programme Access, qui est sponsorisé par l'ambassade des États-Unis ici en Algérie. Et c'est un programme qui offre l'opportunité pour les lycéens issus des familles défavorisées pour apprendre la langue anglaise, mais aussi on travaille sur des compétences soft skills pour le développement professionnel. Et donc, dans le cadre de ce programme, on a collaboré avec des écoles de langue dans à peu près 24 wilayas. Ça fait déjà... Ça ne se limite pas à Alger, à la ça capitale? Se limite pas, non, pas du tout. En fait, on a travaillé sur 24 wilayas et à chaque fois, on collabore avec une école locale pour offrir l'opportunité de développer leurs capacités, soit avec les programmes de formation, ou bien les formations pour les profs, ou bien on travaille directement avec les jeunes lycéens. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes là en Algérie. Quelles sont justement vos méthodes et vos approches dans l'accompagnement des jeunes et dans la gestion de leur carrière également? Parce que vous faites aussi, il y a aussi ce volet dont on va parler ce matin. Exactement. Et ça fait déjà presque 10 ans qu'on est en train de travailler dans le domaine de l'accompagnement professionnel. Et dans ce cadre, on a créé plus que dizaines de centres de carrière un peu partout dans l'Algérie. Donc, dans le cadre de ces projets, on a collaboré avec des universités comme l'université d'Ourgla et d'Adrar. Des écoles de formation professionnelle et même des associations. Et l'idée, c'est, notre approche, c'est vraiment de générer une discussion entre les établissements de l'éducation et les employeurs. Donc, on a mené pas mal de recherches pour comprendre les besoins en matière de recrutement au sein des entreprises. On cherche, par exemple, qu'est-ce qu'ils cherchent autant que profil ou bien des soft skills. Et se basant sur ces recherches, on a développé des manuels, des guides de formation. On a offert des formations pour les conseillers de carrière pour qu'ils puissent interpréter un test de soft skills, qu'ils puissent offrir des formations pour les jeunes et même accompagner à travers des séances de conseillers et même surtout organiser des événements pour discuter avec les employeurs. Donc, on a même organisé une vingtaine de salons de l'emploi un peu partout dans l'Algérie. On a eu, je pense, 45 000 participants et même un taux de réussite de 80% des jeunes qui ont participé. Donc, récemment, on a aussi fait une autre recherche et on a développé un outil d'évaluation pour évaluer les soft skills. Donc, quand on parle de soft skills, on parle de communication, des compétences sociales, mais aussi des compétences fonctionnelles. Par exemple, comment préparer un CV, comment préparer notre motivation, comment préparer... Très important, justement, pour démarrer une carrière professionnelle. Exactement. Des fois, les jeunes finissent l'université, ils ne savent pas justement comment faire face à toutes ces situations. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait avec les jeunes. Et même, on travaille sur
des compétences peut-être pour préparer pour l'entretien d'embauche, mais aussi pour comment garder un poste. Donc, les employeurs ils ont exprimé, par exemple, un besoin des compétences qu'on appelle comment se comporter dans une façon professionnelle, comment résoudre des problèmes. Et donc, on essaie de travailler avec les jeunes pour leur préparer pour les problèmes. Les préparer à faire face justement à ce genre de problématiques, à ce genre de situations qu'ils rencontreront sûrement plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Évidemment. Donc, Monsieur Hamza Koudri, donc vous êtes là justement pour la promotion de la langue anglaise, pour aider justement ces jeunes dans leur carrière professionnelle, mais vous êtes là aujourd'hui aussi pour parler du pôle baptisé STEM. Donc, qui concerne les sciences et les lettres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin? Oui, bien sûr. Le STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Math. Donc, c'est une approche d'enseignement qui englobe les 4 sujets dans une façon très interactive. Et on a des centres, par exemple, on a un centre STEM ici sur Alger, mais on a aidé à créer d'autres centres à Ougla et même avec 7 établissements un peu partout dans l'Algérie. Par exemple, Ouad, Batna, Mdia, Adrar, Oran. Et si vous visitez notre centre STEM, après le Covid bien sûr, vous allez voir par exemple les gens qui sont en train de travailler sur une problématique scientifique en utilisant une mobile application mobile. Ou bien peut-être ils sont en train de construire un robot pour résoudre un problème dans l'environnement. Donc on essaye de faire les 4 sujets dans un atelier très interactif. Et dans le cadre du STEM, on a offert l'opportunité des jeunes pour vraiment développer leur capacité d'offrir ces genres d'activités. Donc on a même développé des guides de formation bien sûr. Et même on est en train d'équiper les coins, donc STEM Corners, pour faciliter l'accès à ce genre d'opportunités aux jeunes. Surtout par exemple on travaille avec les étudiants de SUAM ou lycée ou l'université, qui ne sont pas nécessairement par exemple sur Alger ou bien qui n'ont pas l'opportunité de voyager pour ces genres d'opportunités. Et donc notre objectif c'est vraiment d'encourager les jeunes à explorer ce domaine du STEM, et de le considérer comme une carrière parce que c'est vraiment important pour leur réussite de carrière et même pour notre développement du pays. On a participé dans des compétitions internationales comme le FGC, donc c'est First Global Challenge. C'est un défi, c'est une compétition internationale du robotique. Donc cette année c'est notre 4e participation, c'était virtuel, mais généralement on forme une équipe qui se déplace vers les États-Unis ou bien Mexique ou bien à Dubaï pour participer dans la compétition. Mais avant, des jeunes, des moins jeunes, ils sont généralement des lycéens. Et ils passent généralement des mois et sacrifient leurs vacances, leurs soirées, leurs week-ends pour construire le robot, pour préparer pour la compétition. Et on a eu pas mal de prix. Par exemple, cette année, on a été classé 2e dans la compétition mondiale. D'accord, très bien. Donc, de belles initiatives, de beaux projets, j'ai envie de dire, que vous organisez. Donc là, on peut voir quelques photos. Et puis, vous vous inscrivez également dans l'ambitieux programme de l'économie, de la connaissance et de l'écosystème des startups. N'est-ce pas? Donc, quelle lecture faites-vous ce matin, aujourd'hui, à cette dynamique? Oui, en fait, c'est très intéressant parce qu'on a commencé ce projet, c'est Algeria Entrepreneurship and Employment Project, qui est sponsorisé par MEPI. On a commencé cette aventure en septembre 2019 et c'était juste avant le Covid. Mais c'est un projet qui vise à encourager la diversification de l'économie algérienne, surtout hors les secteurs de l'hydrocarbure. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par une recherche pour identifier les secteurs avec le potentiel de croissance économique et surtout de création de postes d'emploi pour les jeunes. Et dans le cadre de cette recherche, on a identifié des secteurs comme par exemple l'agrobusiness ou bien la pharmaceutique, même avant le Covid, surtout donc avec le Covid, mais aussi d'autres secteurs comme le recyclage, le plastique, matériel de construction et même les TIC, donc Information Technology. Et après cette recherche, on a commencé à identifier les besoins de matière de sous-traitance ou bien de recrutement. Et se basant sur ces résultats, qu'on a travaillé avec les jeunes pour lancer leur start-up ou bien pour développer des compétences, par exemple, dans le e-payment, parce que c'est vraiment important. Oui, de développer le e-payment en Algérie, ça devient une nécessité aujourd'hui. Exactement, et on travaille avec les startups pour préparer des services ou bien des produits qui répondent aux besoins qui ont été identifiés par la recherche qu'on a fait, surtout sur Alger, Blida et STF. C'était la première phase de ce projet. Et dans ce projet, on a aussi travaillé avec notre collaborateur, c'est ACS, Algerian Center of Social Entrepreneurship ici sur Alger, et MBI sur CETIF,
pour offrir l'opportunité aux jeunes à participer dans un programme d'incubation. Et donc, on essaie aussi de travailler sur une discussion avec les employeurs, mais aussi avec les entreprises qui ont besoin de ces services. Très bien. En tout cas, plein de belles choses que vous faites aujourd'hui pour les jeunes Algériens, pour l'économie également et pour le développement, n'est-ce pas? Exactement. Ben, merci. Merci à vous, Hamza, d'avoir accepté notre invitation ce matin et de nous avoir justement éclairé vos missions. Voilà, j'ai envie de dire, donc, les missions du World Learning Algeria. Merci à vous. À très vite. Et puis, nous allons découvrir ensemble ce spot et on revient juste après avec notre prochain invité. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Et on rappelle que cette émission, Le Bonjour d'Algérie, est sponsorisée par Coral Peinture. Et puis, nous recevons notre invité, je l'avais annoncé ce matin, il s'agit de M. Hassan Mnouar, président de l'association Amen pour la protection du consommateur algérien. Bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les suiveurs de Canal Algérie. Oui, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tous les matins, bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, actualité oblige. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des masques, mais également des solutions hydroalcooliques. Donc, depuis la pandémie du Covid-19, nous avons constaté un élan de solidarité, Monsieur Mnouar, et puis notamment dans la fabrication des bavettes, et donc et de gel hydroalcoolique aussi. Donc, est-ce que ces produits justement doivent non, ils doivent en fait répondre à certains critères, à certaines normes. Absolument. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, au début de la pandémie, au mois de mars, donc l'appel a été lancé par les autorités et par tous les scientifiques pour inonder le marché en bavettes et en tout moyen de protection et de prévention contre ce virus ou bien les autres virus. Parce qu'en réalité, la bavette qui est déjà beaucoup utilisée dans les pays en Asie, parce qu'ils avaient, d'abord parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont beaucoup de pollution, et ils ont beaucoup de virus et beaucoup de maladies. Donc c'est une culture qui va se propager dans le monde maintenant. Oui, exact. Donc en Algérie, comme j'ai commencé par le dire, donc il a eu cet élan de tout le monde pour en fabriquer, distribuer et faire parvenir ces bavettes et ces moyens de protection à tous les Algériens. Nous, au mois de mai déjà, en tant qu'association Amen, on avait lancé aussi un autre appel, c'est pour qu'il y ait élaboration d'une fiche technique. D'ailleurs, j'avais même dit ici sur Canal Algérie, pour qu'il y ait une fiche technique élaborée par le ministère de l'Industrie, pour qu'il y ait un minimum de normes, pour que cette bavette, justement,
joue son rôle de protection. Et en fait, cette fabrication doit être cadrée. Absolument, absolument. Voilà. Il y a eu un moment, bien sûr, il y a un moment où tout le monde doit en fabriquer, tout le monde doit se mobiliser, et tant mieux, parce qu'on a au moins ça en Algérie, c'est que tout le monde s'est mis à fabriquer des bavettes, mais il fallait aussi qu'il y ait des normes. Et les normes, soit c'est l'Institut national de normalisation, ou bien le ministère de l'Industrie, en collaboration bien sûr avec des experts, avec le ministère du Commerce, pour qu'il y ait une fiche technique. Pourquoi la fiche technique? Parce que la fiche technique, il fallait faire diffuser partout pour qu'elle soit prise en charge par les confectionnaires, par les fabricants, même ceux qui en fabriquent chez eux à la maison. On a beaucoup de femmes en Algérie qui ont des machines à coudre et qui ont commencé à en fabriquer. Recycler des tissus qu'elles avaient à la maison. Absolument. Donc pour leurs enfants, pour leurs familles, et puis pour donner aussi, parce qu'il y a beaucoup de dons, beaucoup de bienfaisance avec ce produit. Donc bon, malheureusement, à ce jour, personnellement, je n'ai pas encore vu cette fiche technique. J'aurais voulu qu'il y ait une fiche technique qui dise d'abord qu'il faudrait qu'il y ait ce tissu. Si c'est ce tissu, je ne connais pas les tissus, il faudrait qu'il soit doublé ou bien triplé. Il faudrait utiliser deux types de tissus pour qu'il y ait un filtre, parce que la bavette c'est pour filtrer, et puis on ne connaît pas quelle est la dimension de ce virus pour savoir quel est le tissu qu'il faut. Donc il faudrait qu'il y ait des experts qui nous donnent ça. Il y a aussi comment on appelle, vous le connaissez mieux que moi, peut-être le patron, donc la découpe. Comment découper cette bavette. Parce qu'on est en train de voir des gens porter des bavettes à moitié, au tiers, et on voulait qu'il y ait une bavette bien confectionnée pour qu'elle protège, parce qu'il faudrait qu'elle colle sur le nez, sur les joues, et elle descend sous le menton, parce que les parties à protéger pour nous-mêmes et pour les autres, c'est la bouche et le nez. Voilà. Donc, nous allons continuer de parler de tout ça, Monsieur Mnogo. Je vous propose justement de découvrir avec nous un reportage que notre collègue Sofiane Hamoudé a consacré justement à la disponibilité des bavettes. Nous allons regarder ensemble et on revient juste après pour en parler. Les plus convoités du moment, en pleine psychose autour de la pandémie de Covid-19, les fabricants de masques de protection et leurs vendeurs font face à une demande du grand public qui explose. Les autorités sont en train de réfléchir sur l'éventualité d'application de la mesure portant sur la généralisation du port de bavettes et de masques médicaux de protection contre le coronavirus par les citoyens. Et ce, dès qu'ils quittent leur domicile après l'avoir imposé à tout le monde. On s'est rapproché d'une des pharmacies pour voir la disponibilité de ces bavettes. Les bavettes sont disponibles. Maintenant, ils sont tous il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Même l'État a autorisé les gens à les vendre partout, même dans les cafés, même dans les... Donc, le problème de disponibilité, ils sont disponibles. Il y a même le choix. Donc, il y a des... la bourse تاع الإنسان يقدر يفهم. بصح الحاجة اللي plus importante, c'est que les gens, ils demandent conseil. ومن بعد هما سي تو كي ديسيد. رانا دائما نديروا لي بافيت. Ils sont disponibles? شويه على شريت منها بعد شريت 10. Ils sont disponibles, il n'y a pas de problème. هنا ما كان هنا دائما نسيبوه هنا في هذا الفرماسيون نسيبوه. Le savoir-faire est circulaire dans cet atelier Arij qui se trouve à Bab Zouar. Il fabrique auparavant des vêtements pour femmes et hommes. Le confinement a stoppé net la production, mais Fouzi Djilali et Madame Mohamed Sherif ont décidé de confectionner des masques destinés aux particuliers et aux entreprises. Sont réutilisables et lavables jusqu'à 10 fois. رحت للصيف باش نجيب لي بافات اللي كانوا ناقصين. شريت على واحد لي بافات. دخل كي استقبلني في لاتيلي تاعو. انا شريت عليه لي بابات راه في الطريق قاعد نخمم لازم نشوف كاش اتيلي هنا في الجزائر تكون قريبه ليا كون بارازار راني ندور تلاقيت مع المدام هذه بروبوزيت لها قلت لها اذا نقدروا نساهموا قالت لي اوكي بديت نجيب لها في لاماتيير بريمير ماتيير وبدينا خدمنا شحال من لي بابات خدمنا وسربينا بزاف لي بابات. فوزي جا عطانا اون ايدي قال لي اسكو تعاونينا نخدموا غراتويمون نتبرعوا للجمعيات لي زوبيتو ومن بعد هو جاب لنا لا ماتيير من عنده وحنا نخدموا غراتويمون باش نعاونوا الدوله تاعنا ونعاونوا الشعب. هذا هو
تخدموا كل يوم هكذا في هذا خدمنا رمضان يا رمضان الصيام وحنا خدمنا ما حبسناش كامل العيد ليت العيد حنا نخدموا. Pour réaliser ces masques barrières, il a fallu réorganiser l'atelier et les postes de travail. La majorité en peut reprendre l'activité et participer à la mise en place de ce nouveau projet. شفنا بلي في هذيك لا بيريود كانوا لي بافيت ناقصين تما جينيرالمون لازم الخياطات هما اللي يخيطوا لو كان ما نخدموش حنايا تما الناس يقعدوا برا بلا لي بافيت. هكذا يا موبيليزاسيون موبيليزيتو كاع البنات وي بيان سور فاهمنا نخدموا نتبرعوا للجمعيات ايتو فوالا. ومازال تخدموا هكذا؟ وي بيان سور جوسكا بريزون من مارس حتى دوكا ملي بدات كورونا. Ce petit atelier à Ridge espère doubler ses capacités de production dans les prochaines semaines. Donc le reportage est réalisé par notre collègue Sofiane Hamoudi. Donc aujourd'hui la bavette est nécessaire au même titre que les autres gestes barrières. Donc on constate qu'elles peuvent être fabriquées donc en divers tissus, être lavables ou jetables. Donc quel est l'idéal aujourd'hui? Vous savez, d'abord c'est bien ce qu'on a vu là maintenant, ça donne une belle image de l'Algérien comme on l'est heureusement. Mais vous savez, il y a eu une première période, je le redis encore, au début, où il faudrait qu'il y ait cet élan pour mobiliser et les moyens humains et les moyens matériels. C'est au début de la pandémie, au mois de mars. Mais après, tout cet élan de solidarité, de bienfaisance, il faudrait qu'il soit efficace. Il faudrait que cette bavette soit efficace. Maintenant, on a eu assez de temps pour rendre cette bavette aux normes. Par exemple, la fabriquer avec des normes, selon une fiche technique bien élaborée par des experts. Aussi, qu'elle soit vendue dans un réseau de distribution officiel. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle. Il faudrait qu'il y ait un contrôle sur ça. Parce que, moi je le dis, je le redis, donc les premiers temps, on n'avait pas le choix. Mais maintenant, après 2-3 mois d'exercice dans cette lutte contre la pandémie, il faudrait qu'il y ait... adapté à cette situation. Il faudrait maintenant officialiser les choses, rendre ce commerce contrôlable en amont et en aval. Il faudrait que ce soit vendu dans des commerces bien précis, bien choisis. Des pharmacies, parapharmaceutiques, supermarchés, librairies. Mais les vendre dans un marché, sur un trottoir, dans un marché informel, les vendre à l'extérieur comme ça, ou bien les donner d'une manière qui n'est pas d'abord propre, qui n'est pas saine, ça c'est pas recommandé. Donc, ne pas prendre les bonnes mesures de précaution. On est dans la protection des consommateurs, on n'est pas dans le je dirais, entre guillemets, le populisme où on fait juste pour donner, on compte les milliers, les millions de bavettes qu'on distribue. Mais il faudrait que le peu de bavettes qu'on fabrique et qu'on distribue soit efficace. Maintenant, il y a aussi, si vous permettez, les normes du port de cette bavette. Voilà, tout à fait. On vient de voir un monsieur qui parlait avec la bavette au cou. Alors la bavette, justement, on ne doit pas donner justement... Croix-rouge. Oui, croix-rouge parce que la bavette... Et c'est dommage parce qu'on est en train de le voir partout. C'est-à-dire, les gens maintenant portent la bavette sur le cou et parfois juste sur la bouche, alors que la bavette doit protéger le nez et la bouche. C'est les deux moyens de respiration. Pour ne pas l'oublier, d'une, et avoir accès au magasin, vu que c'est obligatoire maintenant. Mais non, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le geste idéal. On doit changer d'idée et on doit aller vers une culture de consommation où on a une conscience, la conscience individuelle et la conscience collective. C'est-à-dire, cette bavette, c'est pour nous protéger. Donc, il faudrait qu'il y ait des normes pour la porter. Il y a aussi, comme avait dit le monsieur, il y a des bavettes qui doivent se porter pendant 4 heures seulement. Justement, 4 heures. On parle des masques chirurgicaux. Oui, voilà. Même une journée, après 5 jours, après elles sont lavables, elles ne sont pas lavables. Donc il faudrait justement, est-ce qu'il faut favoriser les bavettes lavables ou jetables à votre avis, non, mais maintenant qu'on est arrivé à l'obligation du port de la bavette pendant toute cette période, et encore ça va durer jusqu'à 2021, Inch'Allah, pas très longtemps. Et puis c'est tout le monde, même les enfants. Donc on ne peut pas se permettre d'aller acheter des bavettes chirurgicales tous les jours et les porter une demi-journée et les jeter. Non, d'ailleurs, même pour l'environnement, c'est pas bien parce que c'est des déchets qui sont en plus dans l'environnement. Donc, nous, on recommande des bavettes en normes, lavables. D'ailleurs, on avait fait appel même aux parents parce que les parents en souffrent beaucoup actuellement avec leurs enfants qui sont scolarisés et ça coûte cher, c'est un budget. Voilà, donc il faut favoriser les bavettes en tissu qui répondent aux normes, doublées et les laver tous les soirs et les remettre le matin propre, les repas
passer, pourquoi pas? Vous Ça peut savez, aussi aider avec un fer doux. Oui, non, les laver d'abord avec les normes, donc avec une température de plus de 60 degrés, les faire sécher au maximum au soleil. Quand il n'y a pas un soleil, il faudrait les faire passer au repassage pour la chaleur. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas que les bavettes, il y a le gel hydroalcoolique. Aussi, oui. Voilà. Le gel hydroalcoolique doit aussi répondre à certaines doit normes. répondre parce qu'on a certains dosages aussi. D'ailleurs, nous, on le dit toujours, quand on peut se permettre du savon liquide et de l'eau. Voilà, c'est mieux. Il est préférable de se laver à l'eau et au savon. Et pour le virus et pour les mains. Exact. Maintenant, quand on n'a pas ça, c'est le gel hydroalcoolique. Maintenant, il faudrait choisir un gel hydroalcoolique qui combat les virus. Pas seulement les bactéries, il faudrait faire attention. Il faudrait lire sur l'étiquette. Et on demande aussi, on demande aussi au ministère du Commerce qui assure le contrôle qu'il y ait un peu plus de travail sur ça, parce que c'est un domaine qui est en train de faire enrichir beaucoup de gens qui font de la spéculation et qui est en train de diminuer la trésorerie familiale pour d'autres parce que ça coûte un peu trop cher. D'accord. L'appel est lancé, Monsieur Menouar. Merci. Merci à vous d'avoir été là et justement de nous avoir éclairé sur ces deux thématiques très importantes, donc les bavettes et les gels hydroalcooliques. Et puis, on vous dit merci donc et on ira, j'espère, on vous retrouvera prochainement dans nos prochaines émissions. Et puis, l'émission continue. Une pause musicale pour accueillir Meriem Moussaïd. Il s'agit donc une pensée, je le rappelle, ce matin, donc pour ce grand maître de la musique Chabi qui nous a quittés il y a 4 ans. Il s'agit d'Omar Zahi. À tout de suite. Nous accueillons Meriem Moussaïd pour la rubrique Coin Vert. Bonjour Meriem. Bonjour Lydia. Quel plaisir de vous retrouver. Une première pour nous, je pense, depuis le temps. Oui. En tout cas, je suis ravie de vous avoir ce matin avec moi. Moi de même. Voilà. Et donc aujourd'hui, à travers votre rubrique, nous allons tout savoir sur les graines ainsi que l'huile de colza. Oui. Elle n'aura plus de secret pour nous ainsi que pour les téléspectateurs. On va tout leur dire. Donc aujourd'hui, pourquoi je parle du colza? Pour la simple et bonne raison que c'est une première dans la wilaya de Tipasa et surtout en Algérie. Donc l'Algérie a décidé de planter des hectares de colza, donc de commencer à produire la graine de colza pour en faire de l'huile, tout simplement, d'abord de l'huile de colza et surtout pour diminuer la facture d'importation des huiles en général, des huiles de table, des huiles végétales. Donc c'est ce que je suis partie voir, donc l'équipe et moi-même. Nous nous sommes déplacés jusqu'à Tipasa. C'est une petite superficie qui a été plantée. Il faut savoir que Tipasa n'est pas une wilaya où on plante des céréales généralement, mais en fait c'est un essai. Ils veulent un petit peu planter un peu partout le colza pour voir comment qu'il s'adapte au climat et à nos terres. Voilà. D'accord, voilà. Pour voir ce que ça donne en fait et ensuite décider des lieux qui vont être consacrés à cette plantation. Oui, on va regarder le reportage. On commence par découvrir le reportage, Meriem. Oui. Très bien, et on revient juste après. Une première à Tipasa, cette terre millénaire accueille une petite graine venue du continent asiatique. Le colza, cette nouvelle expérience pour les agriculteurs.
Donc aujourd'hui, et dans le cadre de la concrétisation de la feuille de route établie par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et validée par le gouvernement, nous assistons aujourd'hui au lancement de l'opération de semis du colza. Le colza, donc, comme vous connaissez, ce programme établi pour réduire la facture d'importation. Donc le colza, c'est une plante oléagineuse qui rentre dans le cadre de la fabrication des huiles végétales. Donc la wilaya de Tipaza est concernée par 60 hectares, répartis entre 5 ou 6 agriculteurs. Au-delà de l'allègement de la facture d'importation d'huile, les agriculteurs très motivés ont adopté cette plante oléagineuse. Nous sommes des participants dans la réalisation du programme de lancement de cette nouvelle culture introduite, donc pour savoir à peu près les conditions de réalisation d'une telle culture. Donc on participe avec une superficie de 5 hectares qui va évoluer éventuellement à l'avenir. Donc on participe pour le projet agro-industriel de la production de l'huile de colza pour la saison 2020-2021, tout en espérant qu'elle sera réussie, comme c'est la première fois qu'on essaie, donc Inch'Allah tkoun najha. La graine est semée, ça c'est fait. On y reviendra dans quelques mois, après les pluies, pour faire un petit constat de culture qui, nous espérons, sera bénéfique. Alors Molim, la graine est semée, vous nous ferez un rapport dans quelques temps. D'ici là, on va s'intéresser justement à cette graine qui ressemble un petit peu aux graines de moutarde, un peu plus petites peut-être. Exactement, c'est de la même, effectivement, c'est de la même famille. C'est une graine oléagineuse, donc qui donne de l'huile. Il faut savoir, Lilia, que 3 kg de graines de colza donnent 1 litre d'huile. Voilà. Donc le rendement est excellent. Cette plante, on va dire, a eu beaucoup de succès. Donc cette huile a eu beaucoup de succès pour la simple et bonne raison que quand même c'est une plante qui est bénéfique pour les terres, parce que tout simplement ses racines sont très longues et il faut savoir que même une fois qu'on a pris la graine, qu'on en a fait de l'huile, ce qui reste de la plante en fait va aller pour les animaux, donc ça va être aussi un aliment utilisable. Donc on n'en perd rien, on va dire, de cette plantation. Tout à fait. Donc tout est utilisé, que ce soit la graine, on en fait de l'huile, donc le reste de la plante va servir comme fourrage pour les animaux. Et il faut aussi savoir que c'est une plante qui n'est pas gourmande. Donc quand on plantera une superficie dans un endroit, donc la terre ne sera pas appauvrie, parce qu'il faut savoir que certaines plantes appauvrissent les sols, et ça reste vraiment un problème qui est mondial. Maintenant, on s'intéresse vraiment à l'appauvrissement des sols, donc on essaye de choisir les plantes, on va dire, les moins gourmandes, hein, de façon à faire de grandes productions. D'accord. Donc, on va extraire cette graine, on aura de l'huile de colza de chez nous, j'espère que ça va marcher. Donc, justement, quelles sont les propriétés de cette huile qui est bonne pour la santé, à ma connaissance? Exactement, oui. Alors, c'est une graine qui est bonne pour la santé parce qu'elle est riche en oméga 3, elle est riche en acides aminés aussi. Il faut savoir qu'il y a 2 méthodes d'extraction des huiles. Généralement, la meilleure, ça serait bien si on pouvait se lancer sur ce domaine-là, c'est de l'extraction à froid. Et il faut savoir que pratiquement toutes les huiles, hein, dans le monde entier, ce sont des huiles qui sont raffinées. Et c'est ça, en fait, la faiblesse de ces huiles de table, de ces huiles végétales. Elles perdent un petit peu leurs propriétés. Oui, ils perdent leurs propriétés. On va dire aussi, étant donné qu'elles sont raffinées, il y a quand même d'autres produits qui rentrent à l'intérieur pour la rendre plus transparente, pour enlever le goût. Et ça fait qu'on perd des bénéfices de ces huiles-là. C'est pour ça qu'on est, on va dire, surtout dans notre pays, on sait très bien qu'on a de l'huile d'olive, on la garde jalousement. Tout à fait, c'est vrai. Hein. On essaie de toujours l'extraire de manière traditionnelle. Il faut savoir qu'il y a des huileries modernes, mais quand même, on essaie de garder ces huiles, comment dire, les entreprises d'extraction d'huile. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont modernes avec du matériel tout à fait, on va dire, aux normes internationales, mais reste que la méthode traditionnelle reste meilleure, on va dire. Oui. D'accord. Et Mariam, donc quels sont les producteurs mondiaux de l'huile de colza? Alors, premier producteur mondial, il faut savoir que c'est l'Union européenne. Donc l'Europe est loin devant, au niveau de la production d'huile, vient tout de suite après la Chine, et nous avons le Canada aussi qui est un grand
grands producteurs de grains de colza. Il faut savoir qu'il y a deux récoltes. Sur le continent européen, généralement, c'est la production de printemps. Donc la graine arrive à maturité au printemps. Il faut savoir qu'au Canada, non, c'est vers la fin de l'automne, début de l'hiver qu'on commence à récolter cette graine. C'est différent donc d'un continent à un autre. Donc nous, on se lance dans l'Algérie se lance dans la production d'huile de colza. Donc 2020-2021 va être consacré pour alors d'abord produire de la semence. Ça va être d'abord le premier défi à remonter. Il faut avoir sa propre semence. Donc cette année-là va être consacrée à ça. Ensuite, une fois que nous aurons les quantités nécessaires de semences, là on essayera de se lancer encore, surtout dans les grands espaces. Il faut savoir que, comme je vous ai dit que c'est une plante qui n'est pas gourmande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, l'Algérie va essayer de planter cette graine au niveau des terres incultes. On sait très bien qu'il y a des terres où on peut pratiquement rien planter. Donc elle s'adaptera très bien dans ces espaces-là, et c'est là où on essaiera de gagner, voilà, de gagner ce défi. Très bien. Mariam, donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons avoir notre propre huile de colza, mais si on veut par exemple en avoir chez nous, dans notre cuisine, pour assaisonner les salades, il paraît qu'elle est très bonne. Est-ce que c'est disponible au niveau des supermarchés, des supérettes? Est-ce que c'est notre huile? Est-ce qu'on l'importe? Non, pour l'instant, on n'en a pas. Alors, notre production locale n'est pas encore arrivée à point. Donc, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, Inch'Allah, on aura donc notre huile de colza. Espérons qu'on aura, on va dire, toutes les variantes, hein, parce qu'il faut savoir que si elle est faite à grande échelle, automatiquement, ça sera une huile raffinée et tout, qui rentrera pas uniquement on va dire, dans la cuisine pour nous. Il faut savoir aussi qu'elle est utilisée en industrie, au même titre que de l'huile de palme. Donc espérons que nous, on aura tout ça. Étant donné qu'on sera producteur, on pourra avoir alors la vierge, extra vierge, bio. On aura vraiment toutes ces variantes de façon à pouvoir profiter de cette huile. Inch'Allah. Écoutez, Mariam, on a fait le tour? Oui, je pense. On a fait le tour. Donc, c'est des producteurs algériens qu'on avait vus qui se lancent justement dans ce projet. Oui, alors, ce sont d'abord, au départ, c'est quoi? Ce sont des agriculteurs qui sont volontaires. Donc, ils donnent leurs terres. On va dire qu'ils sont partenaires de ce projet. Donc, pour la première année, ils donnent 2, 3, 4 hectares. Ça dépend de la superficie que possède cet agriculteur. Et plus tard, si le rendement est là, donc si, on va dire, il y aura un bénéfice pour tout le monde, que ça soit pour le producteur ou on va dire pour l'économie nationale, là ça va être vraiment des superficies immenses. On va se lancer dans un beau projet, Inch'Allah. Donc d'ici 2 ans, j'espère qu'on aura l'huile de colza, on la goûtera, on se fera une petite salade, hein. C'est bon le matin. Vous la ramenez une bonne salade le matin, Mariam. Inch'Allah. Ben, merci Mariam. Merci de vous être intéressée donc à cette huile qui est très bénéfique, très bonne pour la santé également, avec de très grandes et bonnes propriétés, on va dire, pour tout le monde, pour toute la famille. Voilà, je pense que l'émission arrive déjà à sa fin. C'est très vite passé. J'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble avec nos invités, nos rubriques et puis nos hommages, les hommages qu'on a rendus ce matin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à partir de 8h30. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous et de vos familles. Au revoir. خيل اشبك يا ولد الطير راني مريض مهموم كثير بالله عليك يا ولد الطير دي بريتي وروح لغزالي غزالي